C'est dans les années 2000 que commencent les rumeurs sur le fait que Jeffrey Epstein aimait les filles bien plus jeunes que lui. La police va aussi découvrir que parmi les photos et enregistrements vidéo, plusieurs d'entre elles étaient des filles mineures. Mais ces horreurs ont assez duré et il est temps pour la justice américaine de réellement faire quelque chose. Et c'est donc le 6 juillet 2019 qu'Epstein se fait arrêter alors que son avion personnel atterrit sur le sol de l'aéroport de Teterboro dans le New Jersey. Les raisons de son arrestation sont trafic sexuel, organisation de trafic sexuel, sollicitation de massage à des mineurs tournant à des activités de plus en plus sexuelles encore une fois, recrutement de ces filles et d'autres pour elles-mêmes recruter des mineurs. Là, une grosse demande va être faite, celle que toutes les victimes d'Epstein se présentent afin de pouvoir lui mettre tous ses crimes sur le dos et que chacune puisse témoigner. Mais bien évidemment, ce sera impossible car certaines des filles ont disparu, tandis que d'autres ne sont pas identifiées. Prenez en compte qu'il y a des filles de tout pays, dont plusieurs qui ne sont même pas au courant de l'affaire en cours. C'est un procureur du nom de Geoffrey Berman qui sera en charge de l'affaire et il déclarera la date du procès au mois de juin de l'année 2020. J'ai lu que la peine d'Epstein serait estimée entre 45 ans de prison et la prison à vie en fonction de tout ce qui serait apporté au dossier. Mais alors qu'il est en prison au Metropolitan Correctional Center à New York, en l'attente de son procès qui doit avoir lieu près d'un an plus tard, nous sommes le 25 juillet 2019 lorsque Epstein est retrouvé au sol dans sa cellule. On retrouve des marques sur le cou de l'homme totalement inconscient. À ce moment, c'est la tentative de suicide qui est évoquée par l'administration de la prison, mais nombreux sont ceux qui pensent que ça aurait pu être son co-détenu qui l'aurait agressé, étant donné que pour ceux qui l'ignorent, les pédophiles et violeurs sont très peu appréciés en prison, ce qui est fortement compréhensible, et les détenus ayant commis des choses moins graves telles que par exemple des vols, de la vente de stupéfiants, des homicides involontaires, et qui se retrouvent en prison ne supportent pas ces hommes et veulent leur faire payer leurs actes. Epstein survit pourtant à cela, mais pas longtemps, étant donné que même pas un mois après, le 10 août 2019, alors que les gardiens font la distribution du petit déjeuner aux nombreux détenus, il est 6h30 lorsque de nouveau Epstein est retrouvé inconscient, mais cette fois-ci il aurait été apparemment à genoux, un drap accroché en hauteur tandis que l'autre serait enroulé autour de son cou. Les gardiens tentent alors un massage cardiaque, mais non. Rien ne se passe. Alors ils alertent rapidement les personnes les plus haut placées dans la prison, qui finissent eux par le transporter à l'hôpital, où il sera déclaré mort moins de 10 minutes après, à 6h39, alors qu'il est âgé de 66 ans. L'annonce officielle de son décès tombe après quelques heures et c'est Geoffrey Berman qui annonce que cela serait dû à un suicide. Mais lorsque la nouvelle tombe, les Américains entreront dans une colère noire. Nombreuses sont les théories qui viendront alimenter cette affaire étant donné que pas mal de choses clochent dans ce qui a été rapporté par l'administration pénitentiaire et par les détenus. Beaucoup jugent cela comme une manière de faire taire Epstein sur ses complices qui eux-mêmes sont des gens ayant beaucoup de pouvoir. Ainsi, il ne risque pas les confirmations du milliardaire car ce dernier étant tombé, il risquerait de vouloir les faire tomber aussi car ils n'auraient pas eu leur soutien et ils échappent à une possible condamnation à leur tour. Mais un problème subvient, les gardiens ont normalement l'obligation de passer voir chaque détenu toutes les 30 minutes et selon les légistes, Epstein serait resté ainsi pendant 2 heures, ce qui est étrange parce que d'autres détenus se sont exprimés en expliquant qu'en temps normal, les gardiens appliquaient bien la procédure. En plus de cela, sachant que le milliardaire aurait tenté de se suicider peu de temps auparavant, il avait une surveillance renforcée afin qu'il ne recommence pas, mais cela ne dura pas longtemps alors qu'en temps normal, on ne se contente pas de si peu, surtout pour une affaire aussi importante. Et bizarrement, c'est ce jour-ci ou la veille, je ne suis plus très sûre, je crois que c'était le matin dans les coups de minuit ou quelque chose comme ça, que le co-détenu qu'avait Epstein à ce moment-là se voit attribuer une autre cellule. Donc le co-détenu change de cellule pour une raison qui lui est inconnue. Il n'a aucune idée de pourquoi on lui demande de changer de cellule, rien n'est apporté, juste on lui dit change de cellule et on laisse Epstein tout seul dans sa cellule. Mais les détenus expliquent qu'ils auraient à plusieurs reprises entendu le personnel de la prison demander à Epstein de respirer, de ne pas mourir, mais certains se demandent s'il y avait bien quelqu'un dans la cellule et si c'était pas une mise en scène pour leur faire croire du coup que quelque chose avait réellement lieu. Mais ça affectera tout de même les 2 gardiens qui seront suspendus de leur job et le directeur de la prison sera muté. Parmi les théories, il y en a une qui est assez intéressante je trouve. Du coup, on rencontre cette théorie qui dirait que si le co-détenu d'Epstein aurait été changé de cellule, ce serait soit parce que ce n'était pas Epstein que l'on a retrouvé mort, mais un homme que l'État ou l'administration de la prison a tenté de faire passer pour lui.
Une deuxième théorie se veut qu'il n'y aurait eu personne dans la cellule parce qu'ils auraient retiré Epstein de sa cellule cette nuit-là et qu'il serait soit emprisonné autre part, soit qu'il vivrait librement caché, probablement à Little St. James, car les employés de l'île continuent de travailler sur l'île encore aujourd'hui. Quelqu'un les emploierait pour la tenir en état. Elle est encore interdite à la visite et est même fortement protégée. Des rondes ont lieu là-bas. Il y a du mouvement là-bas, des allées et venues d'on ne sait qui. Aussi, nous n'avons pas accès à ce qui se cache sous l'île et beaucoup diraient que sous l'île, il y aurait également des constructions et que Epstein se cacherait dedans, enfin en dessous du cou. Une troisième théorie dirait que c'est bien Epstein qui aurait été retrouvé pendu, mais que ce seraient les gardiens ou quelqu'un d'employé par des personnes supérieures à eux qui auraient été ordonnés de le pendre. Ce sont selon moi des théories qui sont beaucoup plus importantes que d'autres que j'ai pu voir et qui pourraient paraître le plus vraisemblables. Du moins, si on m'exposait plusieurs théories, ce sont celles auxquelles je serais le plus amenée à croire. Aussi, la première autopsie réalisée du coup sur ce qui se voudrait être le corps d'Epstein aurait amené en effet à une mort par pendaison, mais la famille du milliardaire a contacté un autre médecin légiste qui lui aurait évoqué la très forte probabilité que cela soit dû à un étranglement. En effet, c'est le docteur Mark Siegel qui en vient à ce verdict. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Expliquant que des os s'étaient cassés au niveau de son cou, comprenant un os près de la pomme d'Adam appelé l'osioïde, ce dernier étant plus souvent brisé par un meurtre par strangulation, bien qu'il soit tout de même possible qu'il se brise lors d'une pendaison. Malgré sa mort, les enquêtes continuent et le FBI ouvrira une enquête, mais ils ne seront pas les seuls car l'inspecteur général du département de la justice des États-Unis va en ouvrir une également, et c'est pas terminé car Marlène Schiappa et Adrien Taquet, secrétaires d'État français, vont demander au parquet de Paris de faire de même car on le sait, Epstein avait un appartement parisien auquel il se rendrait très souvent avec des personnalités françaises ayant certainement eu recours aux mêmes actes que lui, et on veut retrouver ceux ayant pu l'accompagner dans des dérives horribles. Une enquête sera donc ouverte sur le sol français pour agression sexuelle et viol sur mineurs. Sachez aussi que lorsque les procureurs, lors du premier procès d'Epstein, ont incité les victimes à seulement accepter l'argent et ne pas continuer leur plainte, toutes celles ayant réglé cela par l'argent, du coup, se sont retrouvées dans l'impossibilité de communiquer sur ce qu'elles ont subi, et cela de manière légale. Concrètement dit, elles avaient l'interdiction de parler de ce qu'elles ont subi touchant à cette affaire, ou la manière dont la justice leur a dit de toute manière qu'Epstein gagnerait, donc le meilleur moyen de ne pas créer le plus de problèmes serait d'accepter l'argent car c'était toujours mieux que rien, empêchant un grand nombre de déclarations et de témoignages. Là vous pouvez sûrement vous dire que cet homme est horrible, c'est mon cas. Mais malheureusement, vous ignorez sûrement encore beaucoup d'Epstein et moi-même, je suppose que j'en sais très peu et pourtant j'ai fait beaucoup de recherches. J'aimerais par contre que l'on reparle de Little St. James, l'île qui lui appartenait. Beaucoup de recherches ont été faites sur cette île, mais elle reste cependant tout de même un mystère pour beaucoup. L'île de l'orgie, l'île du péché, nombreux sont les surnoms qui suivent cette île, mais pas forcément à tort. Cette île est clairement l'île de la déprave. J'ai pas encore parlé de l'avion personnel d'Epstein non plus, mais sachez que c'est avec cet avion surnommé le Lolita Express qu'il se permettait de faire régner le crime. Lolita, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom que l'on donne aux jeunes filles qui attirent les hommes beaucoup plus âgés. Le Lolita Express servait à faire voyager Epstein, ses acolytes, mais également les victimes jusqu'à Little St. James. La déprave avait lieu dès lors que l'on entrait dans l'avion. Sarah Ransom, l'une des femmes ayant accusé Epstein, a déclaré qu'alors qu'elle tentait de se faire un nom en Amérique dans le monde du mannequinat, elle a un jour rencontré une femme lui proposant de masser un homme qui était très riche, mais qui avait surtout beaucoup de contacts dans tous les milieux existants possibles, affirmant que cet homme était vraiment très gentil et qu'il était très bienveillant, qu'il aimait aider les personnes dans le besoin. Cet homme pourrait, selon la demoiselle, l'aider et lui ouvrir de nombreuses portes, car ce dernier aurait apparemment l'habitude de parler aux personnes qu'il massait. Il s'intéresserait apparemment à eux, et elle affirme qu'il s'intéresserait très certainement à Sarah, et lui proposerait très probablement son aide. En plus de cela, le milliardaire prévoirait de se rendre sur Little St. James, son île privée, au bord de son jet privé. Alors si elle le voulait, la recruteuse prévenait Epstein et il l'incluait dans la liste de ses invités. La jeune femme accepte et se prépare donc pour ce voyage qui semble incroyable, un voyage qui pourrait changer toute sa carrière, mais c'est malheureusement sa vie qui changera et dans la mauvaise voie. Alors qu'elle se rend à l'adresse indiquée, elle s'envole en compagnie du milliardaire mais de plein d'autres filles qui se ressembleraient apparemment toutes sur les points suivants: minces, voire anorexiques, jeunes, très jeunes, grandes, mais des hommes beaucoup plus âgés seraient apparemment de la partie également. Ne réussissant pas à s'endormir contrairement au reste des passagers, elle surprend Epstein en train de s'adonner à des plaisirs charnels sur l'une des filles. Elle déclare n'avoir jamais vu ça de sa vie et que ce serait à ce moment-là qu'elle a réalisé l'erreur qu'elle venait de faire en acceptant.
Arrivée à Little St. James, chacune des filles se voit donner des sous-vêtements Victoria's Secret et des bikinis afin qu'elles les enfilent et aient un minimum de tissu sur elles. La majorité estime que c'est parce qu'il fait chaud et qu'un bikini c'est rien de mauvais, donc elles sont invitées à se changer dans des bungalows dans lesquels elles vont séjourner ensemble. À une certaine heure, Sarah doit se rendre en salle de massage pour masser Epstein et là, elle commence donc son massage mais le milliardaire finit par se relever et commence à la toucher. Elle refuse et tente de le rejeter mais il la maîtrise bien rapidement comme s'il avait l'habitude de s'y prendre ainsi et la viole. Apparemment, plus elle lui demandait d'arrêter, plus il s'amusait et s'excitait de la situation. Ensuite, lorsqu'elle pouvait enfin sortir, c'était à une autre fille de rentrer et c'était en file. Cela arrivait pour chacune d'entre elles et lorsque les filles comprenaient toutes ce à quoi elles avaient affaire, elles se voyaient obligées à continuer tout de même, menacées souvent car personne ne les savait sur l'île, personne ne connaissait le nom de l'île dans leur entourage, donc tout pouvait leur arriver et personne ne viendrait jamais les chercher. Un soir, Sarah aurait tenté de s'échapper de l'île en se mettant à courir aussi vite qu'elle le pouvait vers l'une des côtes de l'île, mais une équipe serait très vite venue la récupérer. Selon elle, ils savaient déjà où est-ce qu'elle était, car ils n'ont pas hésité un instant sur l'endroit où se rendre, suggérant donc que nombreuses étaient les caméras présentes et que si nous savions où chercher, nous trouverions sûrement un grand nombre d'enregistrements pouvant dénoncer des complices, mais également nous aider à retrouver des victimes. Bien évidemment, personne n'a les enregistrements à la connaissance du grand public. Aussi, partout sur l'île, il y avait des appartements, des boîtes de préservatifs dans le but de pouvoir s'adonner à tout plaisir, peu importe le moment et l'endroit. Sarah expliquait aussi qu'un tas de photos nues se trouvaient de part et d'autre, prouvant qu'il prenait en photo ses victimes sans les prévenir ou bien sous la menace. Et bref, concernant le procédé d'Epstein, vous avez compris, c'est plus ou moins toujours le même. Il envoie des filles chercher d'autres filles. Ces filles-là, il les menace. C'est comme ça, encore. Lorsque ça s'arrête, ça recommence. Et certaines, parfois, sont d'accord de faire certaines choses contre de l'argent. Et ces filles-là, également, acceptent de prendre l'argent pour aller recruter d'autres filles en leur mentant. Discutons des célébrités qui sont mêlées à l'affaire Epstein. Ces célébrités que l'on considère donc très fortement reliées à lui. Je vais vous en lister quelques-unes afin que vous compreniez bien de quel type de personnalité on parle. Et jusqu'à preuve du contraire pour certains, sauf ceux qui ont été jugés du coup, certains sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire tant qu'il n'y a pas un verdict juridique qui est tombé. Dans les documents officiels de la justice figurent des noms que j'ai pu citer auparavant comme ceux de le prince Andrew, Eva Dubin, Glenn Dubin, Marvin Minsky, Alan Dershowitz, Bill Clinton, Jean-Luc Brunel, Stephen Hawking, mais aussi des personnalités que je n'ai pas citées, telles que le célèbre mannequin Naomi Campbell, l'ancienne assistante personnelle de Maxwell, Amy Taylor, une femme du nom de Sarah Kellen qui devait recruter des filles pour Epstein, tout comme Nadia Marchinkova, une pilote de chasse ayant elle-même été abusée par Epstein dans son adolescence qui finit par l'aider, un psychiatre du nom d'Henry Jarecki, un agent immobilier du nom de Ron Eppinger. Donc ça, ce sont les noms pour qui Epstein aurait apparemment demandé une immunité juridique, une immunité de justice, bref, vous me comprenez je pense. Et il y aurait également apparemment deux autres recruteuses, des filles qui allaient recruter d'autres filles du coup pour lui. Une du nom de Adriana Ross et la deuxième Leslie Groff. Je sais pas comment ça se prononce, hein. Il y a trop de noms dans ce... Il y a trop de noms que je vais peut-être mal prononcer aujourd'hui, mais franchement c'est compliqué de tout retenir et de regarder les noms de tout le monde. Pourtant ce n'est pas tout, d'autres célébrités seraient apparemment reliées à lui, parce que les noms de ces derniers sont apparus sur les carnets des pilotes où se trouvait le nom des passagers à bord du jet privé de Jeffrey Epstein à chaque vol, donc les victimes, les accompagnateurs, les célébrités, tout le monde était noté à chaque fois avec les dates et tous se rendaient sur Little St. James, l'île privée du milliardaire, parfois plusieurs heures comme plusieurs jours et c'était pas très beau à voir. Vous connaissez sûrement Ellen DeGeneres, une présentatrice américaine très connue ayant accueilli tout un tas de stars très prestigieuses qui a l'habitude depuis quelques années de faire parler d'elle pour de mauvaises raisons. Oprah Winfrey qui est également apparue sur les carnets de bord, elle aussi est une icône américaine ayant sa propre émission de télévision, ou encore le couple aux allures parfaites, le chanteur John Legend et sa femme Chrissy Teigen. Tous deux de base très appréciés par la population américaine, Chrissy étant peu connue en France, elle est pourtant une référence en Amérique. Pourtant pour ces quatre personnes, nombreux sont ceux disant que c'est totalement faux et que leur nom ne serait absolument pas sur les carnets. Teigen a d'ailleurs dit que ni elle ni son époux n'avaient jamais rencontré Epstein. Et pour des personnalités comme Trump, Clinton ou encore Campbell, ces derniers ont déclaré ne jamais avoir été impliqués dans ce genre de plan bizarre, mais Trump a quant à lui accusé Bill Clinton d'avoir en effet été proche de lui, de manière à insinuer qu'il serait impliqué à ce trafic sexuel.
Et lorsque lui-même a été questionné sur sa relation à lui avec Jeffrey Epstein et le fait qu'il ait été accusé, il a répondu qu'il le connaissait comme tout le monde à Palm Beach le connaissait, ajoutant qu'ils ne se parlaient plus. Je ne lui ai pas parlé depuis 15 ans. Je n'étais pas un grand fan de lui, je peux vous l'assurer. L'ancien président ajoute d'ailleurs que plusieurs personnes peuvent le confirmer. Il aurait refusé l'entrée de ses clubs à Epstein auparavant quand il a découvert que ces derniers avaient désiré recruter une femme plutôt jeune travaillant dans l'un des clubs de Trump à Palm Beach. Trump a dit que selon lui, Epstein aurait été assassiné afin que les personnes proches de lui n'aient pas de risque de voir leur nom révélé lors de son procès. Il n'hésite pas à accuser les Clinton encore une fois. Aussi, quand il était encore vivant, Epstein avait dit que selon lui, toutes les accusations le touchant lui et ses proches étaient de la faute de Trump, que ce dernier faisait cela pour promouvoir sa propre personne à la présidentielle et se donner une bonne image auprès des Américains. Mais on sait tous que l'homme a réellement commis ces crimes et même si Trump n'hésite pas à se mettre contre lui, le dénonçant face à la presse et que peut-être il aurait profité de ce scandale pour son image, cela ne change rien au fait que de toute manière, il commettait bel et bien des crimes. Quant à Maxwell, elle avait expliqué ne jamais avoir été mêlée à cela, mais la justice en a décidé autrement et fort heureusement, des agents du FBI se sont rendus sur son lieu de vie à Bradford le 2 juillet 2020 afin de l'arrêter. Il y a 6 chefs d'accusation à son encontre, mais principalement le fait d'avoir participé, facilité et contribué aux agressions sur mineurs de Jeffrey Epstein. Elle a été arrêtée en matinée et sa comparution devant la justice aura lieu l'après-midi même en conférence vidéo à cause du Covid. Le juge fédéral lui annonce donc qu'elle sera inculpée en soirée jusqu'à l'arrivée de son procès prévu pour novembre 2021. Il sera révélé qu'elle aurait tenté de s'échapper en voyant le FBI par la fenêtre de son domicile le jour même et ils auraient retrouvé dans un papier aluminium un téléphone, ce qui indiquerait qu'elle aurait tenté d'échapper à tous ceux pouvant la rechercher. Aussi, à plusieurs reprises, ses avocats et elle-même ont tenté de demander une libération sous caution, en échange d'un peu moins d'une trentaine de millions de dollars, mais à chaque fois le juge a refusé, estimant qu'il jugeait la femme comme susceptible de tenter de s'enfuir à n'importe quel moment, que ce soit caché dans le pays ou dans un autre pays. C'est en février 2021 que sort une histoire datant de 2016, l'année à laquelle se déroulent les élections présidentielles américaines, où Trump se voit affronter Hillary Clinton. Tout commence par l'histoire d'un homme du nom d'Isar Hossein, sortant un ouvrage nommé Ticking Clock, Behind the Scene 60 Minutes. Il raconte dans le dernier avoir donc eu une idée en 2016, piéger Maxwell concernant les vidéos. Il va donc prétendre connaître l'existence de vidéos incriminant Trump et son rôle dans des histoires macabres, ce à quoi elle répondra tout d'abord qu'elle connaît les ficelles du métier et sait très bien ce qu'il tente de faire, insinuant qu'il essaierait de changer le résultat des élections en enfonçant Trump afin de valoriser les Clinton. Elle ajouterait alors que si les enregistrements de Trump devaient sortir, ceux de Clinton également, ce qui voudrait donc dire qu'il y a bien des enregistrements sur les deux hommes politiques. Bien évidemment, le journaliste ajoute qu'il n'a aucune réelle confirmation de l'existence des vidéos car malgré les dires de Maxwell, il n'a jamais vu de ses propres yeux les supposées vidéos. Et celle qui l'accusait aurait également dit qu'elle ignorait de toute manière où se trouvaient ces enregistrements. En l'attente du procès de Maxwell, énormément de victimes ont affirmé qu'elles continueraient de demander justice et que leur lutte ne s'arrêterait pas là tant que toutes les personnes ayant contribué à l'esclavage sexuel, les viols, la destruction de chacune d'entre elles ne seraient pas en prison. Elles refusent d'abandonner leur combat et cela qu'Epstein soit mort ou non. Bon, comme je vous l'ai dit, j'ai tenté d'écrire cette vidéo il y a un petit moment, donc c'était je crois une semaine avant le début du procès de Maxwell. Mais je voulais vous donner un maximum de renseignements, donc j'ai décidé d'attendre la fin du procès de Maxwell pour pour terminer de l'écrire déjà, et pour la tourner afin que vous ayez un maximum de renseignements possibles. Donc en souhaitant vous donner le plus de renseignements possible sur des personnes telles qu'elle, Jean-Luc Brunel ou le prince Andrew, j'ai découvert du coup que son procès commençait le 29 novembre 2021, pardon. Sachez que la semaine avant le début, j'étais loin d'être la seule qui allait revenir sur le sujet car c'est à ce même moment que la famille de l'ex-petite amie d'Epstein contacte le groupe de travail de l'ONU de Genève. Sa fratrie aurait alors parlé, selon Wikipédia, de graves violations des droits de la défense et de la présomption d'innocence, des traitements indignes et dégradants et un isolement arbitraire depuis le début de sa détention. Pour faire plus clair, ils ont donc déposé une requête pour expliquer qu'elle n'était pas correctement traitée, qu'avant même le début du procès, ils estiment qu'ils vont tout faire pour faire d'elle une coupable, à l'instar d'Epstein, car comme ce dernier s'est suicidé, il leur faut quelqu'un pour montrer l'exemple, qu'il la prive de liberté alors que jusqu'à la fin du procès et le verdict, elle devrait bénéficier de la présomption d'innocence. Elle est accusée par 4 femmes d'attouchement sexuel. Une seule prendra la parole de manière non anonyme. Au procès, Maxwell continue de plaider non coupable et apparemment, elle ne s'est exprimée qu'une fois pour plaider non coupable. La défense de la femme va également ajouter qu'ils estiment également qu'elle est selon eux prise pour cible dans ce procès uniquement car Epstein est mort et qu'ils ont besoin de quelqu'un à inculper pour cette affaire afin que les témoins ressentent avoir eu de gain de cause.
et également pour l'opinion publique qui n'accepte pas que le suicide d'Epstein ait eu lieu, surtout sous protection pénitentiaire, et remettent en cause la justice. Mais bien évidemment, n'oubliez pas que ces plaintes ont été déposées bien avant que le milliardaire se suicide, donc Maxwell est accusée depuis bien longtemps, mais qu'elle essaie de remettre tout cela sur le dos de la justice et des gens, et bref, de dire qu'elle n'a rien fait quoi. Un mois après, le 29 décembre 2021, elle est reconnue coupable de 5 des 6 chefs d'inculpation pour lesquels elle est accusée. Les jurys ont délibéré pendant 6 jours et elle encourt donc 60 ans de prison, même si l'on connaîtra sa réelle peine dans les jours ou semaines à venir. Mais il faut savoir que ses avocats ont déjà communiqué le fait qu'ils allaient faire appel. Nous entendrons également une déclaration de Damian Williams, procureur fédéral du tribunal de Manhattan aux médias Washington Post, qui contiendra les phrases suivantes. Le jury, unanimement, reconnaît Ghislaine Maxwell coupable de l'un des pires crimes que l'on puisse imaginer. Aider et prendre part aux agressions sexuelles d'enfants. La route afin d'obtenir justice fut beaucoup trop longue, mais aujourd'hui, justice il y a. On a aussi appris le mardi 4 janvier 2022 que lors de son long séjour en prison, son mari ne se serait pas présenté au tribunal à la suite de ça et l'aurait même apparemment quitté. On a vu lors de son procès des tas de photos, dont des photos de Maxwell et Epstein dans des lieux appartenant à la famille royale d'Angleterre, mais sachez qu'il sera apparemment très probable que s'il n'est pas actuellement accusé de quoi que ce soit, le prince Andrew échapperait peut-être à la justice car celui-ci aurait apparemment passé un accord déclassifié avec Victoria Juve où elle a touché 500 000 $, l'empêchant donc de porter plainte contre lui ou tout autre potentiel accusé, ce qui veut dire que qu'il soit agresseur ou non agresseur, il est protégé. Mais les avocats de la demoiselle pensent que le juge pourrait peut-être revenir sur cela, car l'accord ne couvrerait apparemment que les actes de Floride et serait donc nul pour les actes de New York. Pour le moment, on n'en sait pas vraiment plus le concernant, mais je pense que vous en entendrez tous parler si en effet les plaintes à l'encontre du prince Andrew se voient valables à New York. Malheureusement, ce serait également le cas pour Jean-Luc Brunel, il sera apparemment également couvert par cet accord. Aussi, sachez que si vous cherchez sur internet les pages du carnet de bord de l'avion d'Epstein, du coup, comme je vous le disais, où tous les noms sont notés, sont disponibles sur internet, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais il y en a énormément et certains sont un peu sont difficiles à comprendre. Aussi, je ne sais pas si c'est votre cas, mais lorsque j'ai vu la série You, j'avais l'impression que le personnage de Anderson dans la saison 2 me disait quelque chose. Du moins son histoire me parlait et me faisait penser à quelque chose, et sachez que je pense que la série You s'est inspirée du personnage d'Anderson, donc une personne connue dans le milieu, avec beaucoup d'influence, qui des penchants très bizarres envers les jeunes femmes. Et je pense qu'ils ont voulu parler de l'affaire Epstein dans You, mais je suis pas très sûre en tout cas. En tout cas, ça m'a énormément fait penser à ça. Et s'il n'est pas relié à Epstein, je me dis que peut-être ils ont voulu nous montrer qu'Hollywood, ou que toute sphère a énormément de crasseux. Ah oui, plutôt dans la vidéo, je vous disais que le fait qu'il soit juif soit important. C'est une théorie qui est venue et du coup c'est pour ça que je voulais en parler. Je sais pas si vous connaissez la théorie qui dirait qu'apparemment la communauté juive aurait énormément de pouvoir dans le monde, vous savez tout ce qui est Illuminati, etc. Et du coup les noms finissant par Ein comme Epstein, du coup Epstein, je sais pas si ça dit Epstein ou Epstein, serait juif et beaucoup essayent de le prononcer Epstein parce que du coup ça fait moins juif, ça le sort de la communauté. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je trouvais ça un peu bête parce qu'on le sait de toute façon, il y a des personnes mauvaises partout, peu importe la communauté. Donc en vrai ce genre de théorie j'aime moyennement, franchement je vais pas vous mentir, ça me plaît pas trop. Une personne dégueulasse est une personne dégueulasse, peu importe la communauté, qu'elle soit juive, musulmane, chrétienne, bouddhiste, tout ce que vous voulez. Si une personne est mauvaise, elle est mauvaise, c'est tout. Il n'y a pas un type de personne qui est mauvaise. Il y a des bons partout, il y a des mauvais partout. Donc ce genre de théorie, je trouve que c'est dommage parce que ça salit le nom des juifs. Si Epstein avait été musulman, ça aurait sali le nom des musulmans. S'il était chrétien, ça aurait sali le nom des chrétiens, etc., etc., pardon. Mais comme je vous le disais, c'est une théorie qui sort et moi je voulais juste dire que c'est genre de théorie me déplaît. Bref, dans tous les cas, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé. J'ai eu énormément de mal pour cette vidéo. La batterie qui me lâche, le micro qui veut pas fonctionner, Séraphine qui fait ce bruit là. Vous l'entendez ça? C'est un jeu que Séraphine a et elle s'amuse depuis tout à l'heure à le faire. Du coup, je dois attendre à chaque fois qu'elle arrête pour pouvoir parler. Et j'essaie de la faire jouer avec ça à chaque fois pour qu'elle arrête de venir taper là-bas. Du coup je suis en train de parler et en même temps je suis comme ça avec le jeu. C'est juste pour pouvoir tourner ma vidéo et parler. Bref, en tout cas c'est tout pour ce SOT. Moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me mettre un petit commentaire et à vous abonner comme d'habitude. Mes réseaux sociaux seront juste là si vous voulez vous abonner ou me suivre. Merci à vous de me soutenir, j'espère que vous apprécierez cette vidéo comme vous aurez pu apprécier les autres.
Merci encore, bye bye.